Et si un vol militaire apparemment anodin devenait le point de bascule du Sahel? Cette question, en apparence théorique, a trouvé une résonance bien réelle en décembre 2025, lorsque le ciel du Burkina Faso a été traversé par un appareil militaire nigérian sans la moindre autorisation officielle. Un incident qui, dans d'autres coins du monde, aurait pu passer inaperçu, mais qui, ici, a bouleversé les règles du jeu régional. Dès les premières minutes, ce n'est plus un simple problème technique, c'est un test grandeur nature de la souveraineté, de la confiance et des équilibres si fragiles du Sahel. Pour comprendre pourquoi ce survol a tout changé, il faut remonter le fil de l'histoire régionale et plonger dans les ressorts profonds qui gouvernent les rapports entre le Nigeria et ses voisins du Sahel. Au cours des dernières décennies, chaque frontière du Sahel s'est chargée d'une signification lourde. Les frontières terrestres, bien sûr, souvent tracées au fil des anciens empires coloniaux, mais aussi les frontières invisibles du ciel. Dans une région où l'insécurité chronique et les interventions étrangères se sont succédées, la maîtrise de l'espace aérien est devenue un symbole de souveraineté retrouvée. Revenons à ce mois de décembre 2025. Un matin, sur les écrans des contrôleurs aériens burkinabés, une alerte inhabituelle surgit. Un écho-radar, un vol non répertorié, qui file à basse altitude, ignorant les canaux habituels de communication. Les contrôleurs s'activent, vérifient dans les registres, cherchent une trace d'autorisation. Rien. Déjà, les souvenirs des précédents incidents refont surface. Il y a 5 ans, en 2020, un avion militaire étranger avait survolé le Mali sans permission. À l'époque, la réaction fut tardive, la protestation molle et l'incident vite étouffé sous les promesses de coopération. Mais depuis, la donne a changé. Les États du Sahel ne veulent de plus être de simples spectateurs de leur propre sécurité. Ils entendent imposer leurs règles, sur terre comme dans les airs. L'appareil nigérian s'approche d'une base militaire burkinabé. Les ordres sont clairs: intercepter, identifier et forcer l'atterrissage. En moins de 15 minutes, le dispositif est en place. Des véhicules se positionnent, les soldats se déploient, prêts à tout scénario. Cette réactivité n'est pas fortuite. Depuis plusieurs années, les États de la région s'entraînent à répondre aux intrusions, qu'elles soient terroristes ou étatiques. L'avion se pose, encadré par les militaires. Les membres de l'équipage, visiblement surpris, sont conduits à l'écart pour interrogatoire. Les premières informations filtrent vite. Ce n'est pas une mission conjointe, ni une opération de l'ONU, ni même une livraison humanitaire. L'appareil porte les couleurs de l'armée de l'air nigériane, mais n'a pas respecté les procédures. Immédiatement, l'affaire prend une ampleur régionale. L'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, convoque une réunion d'urgence. Le communiqué qui suit est sans appel. Violation manifeste de la souveraineté, atteinte à l'intégrité territoriale, exigence d'explications immédiates. Le ton, ferme et solennel, tranche avec les hésitations du passé. Ce n'est pas la première fois que de telles tensions surviennent dans l'histoire africaine. En 1986, un avion libyen avait été abattu au-dessus du Tchad, provoquant une crise majeure entre les deux pays. À l'époque, l'absence de dialogue avait conduit à une escalade militaire, avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles. L'incident du Sahel résonne donc comme un avertissement. Même une erreur apparemment minime peut raviver de vieux conflits. Dans les capitales voisines, l'inquiétude grandit. Le Niger, déjà fragilisé par des attaques de groupes armés, craint que l'incident ne serve de prétexte à de nouvelles interventions. Au Mali, où la transition politique reste fragile, certains responsables redoutent que la crise ne soit instrumentalisée par des puissances extérieures pour saper l'unité régionale. Mais c'est au Nigeria que l'attente est la plus lourde. Ce pays, fort de plus de 200 millions d'habitants, première puissance économique et militaire d'Afrique de l'Ouest, a longtemps été le pivot de la sécurité régionale. Sa voix pèse, ses décisions font jurisprudence. Pourtant, face à cette crise, le silence d'Abuja intrigue. Pendant 48 heures, aucune déclaration officielle ne filtre. Les médias locaux spéculent, accident ou provocation. Certains analystes rappellent qu'en 2016, un incident similaire avait opposé l'Éthiopie et l'Érythrée, failli dégénérer, puis été désamorcé grâce à une médiation discrète de l'Union africaine. D'autres soulignent que dans le passé, le Nigeria a déjà mené des opérations transfrontalières dans la lutte contre Boko Haram, parfois sans en informer ses voisins. Le soupçon s'installe, le vol était-il lié à une opération anti-insurrectionnelle qui aurait mal tourné, ou s'agissait-il d'une simple erreur administrative amplifiée par le contexte tendu du Sahel? Dans les rues de Ouagadougou, la rumeur enfle. Sur les réseaux sociaux, les messages de colère alternent avec les appels au calme.
L'affaire prend une tournure politique avec l'intervention de leaders d'opinion. Un dirigeant d'un parti nigérian, interrogé à la télévision, tient des propos jugés méprisants à l'égard du Burkina Faso, alimentant la controverse. Les réseaux sociaux s'enflamment, rappelant que les mots, dans une telle situation, peuvent faire plus de dégâts que les armes. Face à la montée des tensions, la diplomatie nigériane s'active en coulisses. Des émissaires sont dépêchés vers les capitales du Sahel pour rassurer, expliquer, désamorcer. C'est dans ce climat d'incertitude que le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Mitama Tuger, prend la décision inédite de se rendre en personne à Ouagadougou. Ce déplacement est tout sauf anodin. Dans l'histoire récente du continent, rares sont les occasions où un responsable d'un État aussi puissant s'est déplacé humblement pour présenter des excuses officielles. On se souvient du geste du président sud-africain Thabo Mbeki, venu demander pardon au Mozambique après une bavure militaire en 2002. Ce genre d'initiative, loin d'être une faiblesse, est souvent salué comme un acte de grandeur. À Ouagadougou, l'accueil est solennel mais sans ostentation. Le ministre burkinabé reçoit son homologue nigérian dans le respect des codes diplomatiques, mais sans excès de protocole. Les discussions se déroulent à huis clos, loin des caméras, pour éviter toute surenchère médiatique. Lors de la conférence de presse conjointe, les mots sont pesés. Le ministre nigérian reconnaît l'irrégularité des documents, l'absence d'autorisation formelle et présente des excuses au nom de son gouvernement. Il insiste sur le caractère non intentionnel de l'incident, sur l'importance du respect mutuel et sur la volonté de renforcer les mécanismes de coordination régionale. Ce geste, rare et précieux, résonne dans toute la région. Au lieu d'une fuite en avant, le Nigeria choisit l'humilité, la franchise et la coopération. Un choix qui surprend, désarme et permet d'apaiser la situation. Cette attitude tranche avec les traditions diplomatiques du passé, où l'aveu d'une erreur était souvent perçu comme un signe de faiblesse. Pour mesurer l'impact de cette séquence, il faut se projeter dans la vie quotidienne des populations du Sahel. Un conflit ouvert aurait signifié des fermetures de frontières, la suspension de flux commerciaux et une explosion des prix des denrées de première nécessité. Les agriculteurs de la région de Kaya auraient vu leur récolte pourrir sur place, faute de débouchés vers le Nigeria. Les familles séparées par la frontière auraient été plongées dans l'angoisse. En choisissant la voie du dialogue, les deux pays ont évité un scénario catastrophe. L'économie régionale, déjà fragilisée par la pandémie de 2020 et les conflits, a pu continuer de respirer. Les sociétés civiles, souvent les premières victimes des affrontements étatiques, ont salué la retenue des dirigeants. Ce n'est pas la première fois qu'un geste diplomatique a désamorcé une crise en Afrique. En 1998, le Bénin et le Togo avaient frôlé l'affrontement après l'arrestation de pêcheurs togolais sur le fleuve Mono. Grâce à l'intervention rapide des deux chefs d'État, la situation avait été résolue autour d'une table, sans effusion de sang. Mais le cas du Nigeria et du Burkina Faso va plus loin. Il instaure un précédent, celui de la reconnaissance explicite de l'autorité de l'Alliance des États du Sahel sur son espace aérien. Ce n'est pas qu'un geste symbolique. Concrètement, les états-majors militaires se sont engagés à partager en temps réel leurs plans de vol, à renforcer les canaux de communication et à organiser des réunions régulières pour éviter toute méprise. De telles mesures ne sont pas que des promesses en l'air. En Afrique centrale, la commission de surveillance du bassin du Congo a déjà mis en place un système similaire, permettant de prévenir les incidents frontaliers entre le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad. Les résultats sont tangibles. En 10 ans, le nombre d'incidents aériens a diminué de moitié et la confiance entre les armées s'est accrue. Pour le Sahel, c'est donc un cap nouveau qui s'ouvre. Mais cette dynamique reste fragile. Les ennemis de la paix, qu'ils soient de groupes armés ou fauteurs de troubles politiques, guettent la moindre faille. À chaque incident, ils cherchent à exploiter les divisions entre États pour avancer leurs agendas. Reste à savoir si l'exemple nigérian fera école. D'autres puissances régionales, comme l'Algérie ou le Maroc, observent avec attention. Elles aussi doivent composer avec des voisins suspicieux, des frontières contestées et des enjeux sécuritaires complexes. Le précédent du Sahel pourrait inspirer une nouvelle génération de diplomates africains, plus enclins à l'aveu de l'erreur et à la recherche de compromis. Mais cette avancée ne sera durable que si elle s'accompagne de mesures concrètes. Quel levier pour transformer ce sursaut en norme ? Premièrement, instaurer des mécanismes de prévention des incidents avec des lignes téléphoniques directes entre états-majors, des exercices conjoints de gestion de crise et des formations communes au droit international.
Deuxièmement, favoriser la transparence en rendant publics les rapports d'incidents, en associant la société civile au suivi des engagements et en invitant des observateurs indépendants lors des négociations sensibles. Troisièmement, intégrer la gestion des crises dans les cursus de formation des diplomates et des officiers militaires, pour ancrer durablement la culture du dialogue. Enfin, impliquer les organisations régionales, comme la CEDEAO ou l'Union africaine, non pas comme arbitres lointains, mais comme partenaires actifs dans la construction d'une sécurité collective africaine. Il ne s'agit pas d'idéaliser la situation. Les tensions persistent, les risques de dérapage sont réels. Mais l'incident de 2025 a prouvé qu'une autre voie est possible. La diplomatie de l'humilité, du respect mutuel et de l'aveu des erreurs peut donner naissance à une stabilité plus solide que celle imposée par la force. Pour les générations futures, cet épisode pourrait devenir un cas d'école. Dans les universités de Ouagadougou, de Lagos ou de Bamako, on l'étudiera peut-être comme le tournant où l'Afrique de l'Ouest a préféré la coopération à la confrontation. L'histoire récente regorge d'exemples où l'absence de dialogue a mené au pire. En 1994, le Rwanda s'est enfoncé dans l'horreur faute de médiation et de reconnaissance des erreurs passées. À l'inverse, en 2012, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont évité une guerre ouverte sur la question de la frontière maritime, grâce à une négociation patiente et à l'acceptation mutuelle de compromis douloureux. Le Sahel, aujourd'hui, se trouve à la croisée de ces chemins. Chaque crise régionale est une épreuve, mais aussi une opportunité de réinventer les règles du jeu. En privilégiant la parole à l'arme, l'aveu à la dissimulation, le respect à l'humiliation, les États du Sahel tracent une route incertaine, mais porteuse d'espoir. Mais la vigilance reste de mise. La prochaine crise sera le véritable test. Comment les dirigeants réagiront-ils si un nouvel incident survient ? Choisiront-ils de répéter le geste du Nigeria ou céderont-ils à la tentation de la surenchère ? Pour éviter le retour des vieux démons, il faut institutionnaliser la culture du dialogue. Cela implique d'inclure les populations dans la réflexion, d'organiser des forums citoyens sur la sécurité régionale et de donner une voix aux femmes, aux jeunes, aux acteurs économiques. Ce sont eux, au final, qui paient le prix des erreurs diplomatiques. Des scénarios concrets doivent être envisagés. Par exemple, que se passerait-il si un drone mal identifié survolait à nouveau la frontière ou si un convoi militaire franchissait la ligne sans coordination ? La réponse ne peut plus être improvisée. Il faut des protocoles clairs, des cellules de crise mixtes et des médiateurs formés à la désescalade. Au-delà des frontières du Sahel, ce modèle peut inspirer d'autres régions en crise. Au Soudan, en Somalie, dans la région des Grands Lacs, les leçons du Nigeria et du Burkina Faso pourraient également servir de boussole. Mais rien n'est jamais acquis. À chaque étape, la méfiance peut ressurgir. Une déclaration malheureuse, une rumeur mal contrôlée, et le travail de plusieurs années peut s'effondrer. D'où l'importance de l'éducation à la paix, dès le plus jeune âge, dans les écoles et les médias. Finalement, l'incident aérien de 2025 n'était pas qu'un accident. C'était un révélateur. Il a mis à nu les peurs, les ambitions, mais aussi la capacité d'inventer de nouvelles solutions. Dans ce miroir tendu par l'histoire, chaque acteur doit choisir. Vouloir imposer sa loi par la force ou bâtir la confiance sur la reconnaissance des erreurs et la recherche de l'intérêt commun. Le Sahel a choisi pour un temps la seconde voie. Le chemin sera long, semé d'embûches, mais chaque pas vers le dialogue sincère renforce l'avenir de la région et au-delà celui de toute l'Afrique. À nous tous désormais de faire en sorte que ce précédent ne soit pas une exception, mais le début d'une nouvelle ère de diplomatie africaine faite de courage, de lucidité et d'espoir.